Ils ont tué l'homme, mais pas l'idée. Et si je te racontais moi-même mon histoire, pas celle qu'on lit dans les livres, mais celle que j'ai vécue. Je suis Thomas Sankara. Et voici comment, en 4 ans, j'ai tenté de changer le destin de tout un peuple et d'un continent. Ce que tu vas entendre va peut-être bouleverser ta vision de l'Afrique, du pouvoir et de toi-même. Accroche-toi, la révolution commence ici. Je suis Thomas Isidore Noël Sankara. Je suis venu au monde le 21 décembre 1949, dans la petite ville de Yako, située dans ce que l'on appelait alors la Haute-Volta, une colonie française en Afrique de l'Ouest. Mon pays n'était pas encore libre. Nous vivions sous la domination de la France, qui contrôlait notre destin politique et économique. Dès mon enfance, j'ai compris que notre peuple aspirait à la liberté, à la dignité, à la justice. Cette quête allait devenir le fil conducteur de ma vie. Je suis né dans une famille modeste, mais profondément attachée à ses racines. Mon père, Joseph Sankara, était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi dans l'armée française et après la guerre, il est devenu infirmier gendarme. Mon père incarnait pour moi la discipline et le sens du devoir. Ma mère, Marguerite Sankara, était une femme de la communauté Mossi, peuple majoritaire de la région. Elle était douce, mais aussi ferme, et elle m'a transmis la valeur du respect et de la solidarité. J'étais l'un des 10 enfants de cette famille nombreuse, où l'amour et la rigueur cohabitaient. Notre vie familiale a été marquée par les déplacements fréquents, liés aux affectations professionnelles de mon père. Nous avons vécu à Gaoua, puis à Bobo-Dioulasso, 2 villes importantes du pays. Ces déplacements m'ont permis de découvrir la richesse et la diversité culturelle de la Haute-Volta. J'ai été sensible très tôt à la force des traditions et à la beauté de nos coutumes, mais aussi à la réalité dure de l'exploitation coloniale. J'ai commencé l'école primaire avec sérieux. Les prêtres catholiques, qui assuraient une grande partie de l'éducation, ont rapidement remarqué mon intelligence et ma discipline. On m'a même proposé d'entrer au séminaire, un chemin qui aurait pu faire de moi un prêtre. Mais je sentais au fond de moi un appel différent. Je voulais servir mon pays autrement. J'étais un enfant curieux, avec un esprit vif, mais aussi une conscience grandissante des injustices qui entouraient de ma vie. Adolescent, j'avais des rêves ambitieux. Je souhaitais devenir médecin pour soigner les malades de mon pays et contribuer à améliorer les conditions de vie de mes compatriotes. Mais la réalité fut cruelle. Une bourse d'études, dont j'avais grandement besoin, m'a été refusée, probablement au profit d'un autre candidat mieux introduit dans les réseaux coloniaux. Ce refus fut un moment difficile, mais il fut aussi un tournant. Je décidai alors de m'engager dans l'armée. À l'époque, l'armée représentait pour beaucoup une voie d'ascension sociale et un moyen de servir la patrie. J'ai intégré le Prytanée militaire de Kadiogo à Ouagadougou, la capitale. Ce fut un choc culturel et une école de vie. Je me retrouvais aux côtés de jeunes venus de toutes les régions, issus de milieux très différents. Là, j'ai découvert un univers mêlant discipline rigoureuse, patriotisme naissant, mais aussi contradictions profondes, liées à la domination étrangère encore très présente. Durant ma formation, je n'ai jamais abandonné mes idées. Je refusais l'endoctrinement religieux et politique qui voulait faire de nous de simples exécutants. Je servais la messe, mais refusais d'entrer au séminaire. Je sentais que ma mission allait bien au-delà des cadres traditionnels. En 1969, je partis pour poursuivre ma formation à l'Académie militaire d'Ansirabe, à Madagascar. Ce séjour fut déterminant. À Madagascar, j'ai découvert un environnement politique très différent. Le pays venait d'accéder à son indépendance et les débats sur la libération nationale et l'émancipation des peuples étaient au cœur de la vie quotidienne. C'est là que j'ai découvert les idées marxistes et tiers-mondistes. J'ai lu Marx, mais aussi Frantz Fanon, Che Guevara et d'autres penseurs révolutionnaires. Ces lectures ont profondément influencé ma vision du monde et de l'Afrique. J'ai compris que la libération de mon continent ne pourrait pas se limiter à la fin du joug colonial formel. Il fallait aussi rompre avec le néocolonialisme, ce système insidieux qui maintenait nos pays sous dépendance économique, politique et culturelle. Je compris que notre combat devait être total, touchant à la fois l'économie, la culture, la politique et les mentalités. Ces années de formation ont forgé en moi une volonté inébranlable.
je me suis engagé à mener un combat pour une Afrique libre, souveraine et fière. Je savais que ce chemin serait difficile, parsemé d'embûches, mais je n'avais aucune hésitation. La jeunesse que j'avais connue, les injustices que j'avais vues, les rêves de mes compatriotes, tout cela m'appelait à agir. Ainsi débuta mon engagement. Celui d'un homme né sous tutelle, mais décidé à devenir acteur de sa propre histoire, à lutter pour que mon pays, qui s'appelle aujourd'hui Burkina Faso, devienne un exemple de dignité, de justice et de liberté pour toute l'Afrique. Et c'est dans l'armée que j'ai trouvé le terrain où se sont forgées mes premières armes, non seulement au sens militaire, mais aussi politique. Après mon passage à l'académie militaire d'Antsirab, à Madagascar, où j'ai découvert les idées de libération nationale et d'émancipation, je suis retourné en Haute-Volta, dans un pays encore marqué par la domination néocoloniale et les inégalités profondes. L'armée, à cette époque, était l'une des rares institutions capables de structurer la société et d'offrir une voie d'ascension à des jeunes, issus de milieux modestes. Je suis entré dans cette institution avec la ferme conviction que la discipline militaire pouvait être mise au service du peuple, pour défendre non seulement la souveraineté du territoire, mais aussi les droits et la dignité des citoyens. Rapidement, j'ai été affecté à différents postes, notamment au centre d'entraînement Commando à Pau, un lieu qui allait devenir pour moi un centre d'apprentissage stratégique et politique. Là, j'ai appris à manier les armes, mais aussi à comprendre l'importance d'un leadership juste et conscient. Ce fut aussi l'occasion de nouer des liens avec d'autres officiers jeunes, dont Blaise Compaoré, qui deviendra un compagnon d'armes, et Henri Zongo, des hommes avec lesquels je partagerai bientôt une vision politique nouvelle. Mon engagement dans l'armée ne signifiait pas l'acceptation passive du statu quo. Au contraire, je me suis très tôt insurgé contre les pratiques injustes, la corruption et l'arbitraire. Je voyais bien que, malgré l'indépendance formelle, notre pays restait sous le joug d'intérêts étrangers et d'élites locales complices. J'ai dénoncé publiquement ces injustices, parfois au péril de ma propre carrière. Par exemple, en 1976, alors que je commandais une unité, j'ai osé m'opposer à des pratiques discriminatoires et à des malversations. Ce courage m'a valu des sanctions et une mise à l'écart temporaire. Mais je savais que la bataille valait la peine d'être menée. La loyauté que j'avais envers mon pays surpassait les pressions institutionnelles. La période était marquée par de nombreuses tensions régionales et internationales. La guerre froide opposait les grandes puissances, et l'Afrique, bien que nouvellement indépendante, était le théâtre de luttes d'influence. Les régimes post-coloniaux étaient souvent fragiles, et beaucoup étaient tombés sous les coups d'État ou de rébellion. Dans ce contexte, j'ai compris que la révolution ne pouvait pas attendre. En 1978, j'ai été envoyé en mission au Tchad pour une opération militaire internationale. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur les réalités complexes du continent et la nécessité d'une solidarité africaine réelle, dépassant les frontières étroites des anciennes colonies. J'ai aussi compris que les solutions à nos problèmes ne viendraient jamais de l'extérieur, mais de la volonté collective de nos peuples. Mon éveil politique s'est renforcé grâce aux lectures et aux rencontres avec des militants panafricains. Je me suis inspiré des luttes menées par Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral et d'autres héros africains. Leur engagement pour la justice sociale, l'indépendance économique et la dignité humaine nourrissait ma conviction que notre révolution devait être totale. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser à la question des droits des femmes, conscient que l'émancipation des femmes était une condition essentielle pour le progrès de toute la société. J'ai constaté dans l'armée comme dans la société civile les discriminations subies par les femmes et je me suis engagé à changer ces mentalités. Malgré les obstacles, je me suis imposé dans l'armée comme un officier intègre, exigeant mais respectueux. Mon sens de la justice et ma volonté de servir le peuple m'ont valu le respect de mes camarades, mais aussi l'attention des autorités. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que mon combat politique ne prenne une dimension plus large. L'expérience militaire a été pour moi une école de vie, où j'ai appris la rigueur, le courage, la stratégie, mais aussi l'importance de la solidarité et de la discipline collective. Ces valeurs allèrent devenir les fondations de la révolution que je mènerai plus tard. Ces années dans l'armée furent le creuset de ma conscience politique.
Elles m'ont préparé à affronter les défis de la libération nationale, à résister aux pressions internes et externes et à incarner un leadership révolutionnaire. Je savais que mon pays avait besoin d'un souffle nouveau, d'une rupture avec le passé, et j'étais prêt à être ce souffle. Le 4 août 1983, à seulement 33 ans, je pris le pouvoir en Haute-Volta, un pays marqué par la pauvreté, la dépendance et une gouvernance corrompue. Cette prise de pouvoir n'était pas un simple coup d'État, mais le début d'une révolution profonde, nécessaire et urgente. J'avais compris que l'Afrique ne pouvait plus attendre des changements progressifs et illusoires. La révolution, elle, n'attendait pas. À mon retour au pays, j'avais déjà une vision claire. Nous devions rompre avec le passé, avec la mentalité coloniale qui continuait à nous dominer et tracer une nouvelle voie pour notre peuple. Cette révolution ne se limitait pas aux institutions, elle devait toucher tous les aspects de la société, économique, sociale, culturelle et politique. Le contexte politique était tendu. Les gouvernements précédents étaient inefficaces et souvent liés à des intérêts étrangers. La Haute-Volta croulait sous la dette, la corruption gangrenait les institutions et la population vivait dans une misère extrême. L'État ne protégeait pas ses citoyens, mais servait plutôt ceux qui détenaient le pouvoir. Il fallait un changement radical. Avec mes compagnons de lutte, dont Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani, nous formâmes le Conseil national de la Révolution. Nous avions la responsabilité d'orienter cette transition, de faire entendre la voix des laissés-pour-compte. Nous ne pouvions pas nous contenter d'un simple changement de dirigeant, c'était un changement de système qu'il fallait. Très vite, nous avons commencé à mettre en place des réformes audacieuses. La première d'entre elles fut la lutte contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques. Les ministres ne pouvaient plus vivre dans le luxe, tandis que le peuple souffrait. J'ai coupé les salaires exorbitants et limité les privilèges. Moi-même, je refusais tout luxe personnel. Nous avons aussi instauré la transparence dans la gestion des affaires publiques et encouragé la participation populaire. Le gouvernement ne devait pas être une élite coupée du peuple, mais un service rendu à tous. Les comités de base et les assemblées populaires ont été créés pour donner la parole aux citoyens. L'éducation devint une priorité, car c'était l'arme la plus puissante pour libérer les esprits. Nous avons lancé une campagne nationale d'alphabétisation, car un peuple qui ne sait pas lire ni écrire est condamné à la servitude. L'éducation devait aussi être un outil pour inculquer les valeurs de dignité, de travail et de solidarité. Je crus fermement en la nécessité d'une autosuffisance alimentaire. Notre pays, riche de terres fertiles, ne devait plus dépendre des importations coûteuses. Nous avons encouragé l'agriculture locale, soutenu les paysans et interdit les importations inutiles. La souveraineté alimentaire était une question de dignité. Sur le plan international, j'adoptais une posture claire et indépendante. Nous avons dénoncé le néocolonialisme, les ingérences étrangères et les alliances qui bridaient notre liberté. Mon discours à l'ONU, en 1984, où j'ai déclaré que notre révolution sera totale ou ne sera pas, reste un moment fort de cette période. Je pris aussi des mesures concrètes en faveur des femmes. Nous abolîmes la polygamie, promûmes l'éducation des filles et encourageâmes leur participation à la vie politique et économique. Pour moi, l'émancipation des femmes était indissociable de la révolution. Bien sûr, cette révolution dérangeait. Elle remettait en cause les intérêts installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les résistances étaient fortes, les critiques virulentes et les menaces nombreuses. Mais je savais que la victoire serait du côté du peuple, de la justice et de l'espoir. Cette prise de pouvoir fut donc le premier pas d'un long combat. Un combat pour une Afrique fière, souveraine et solidaire. La révolution n'attendrait pas, car le temps était un luxe que nous ne pouvions plus nous permettre. Et l'un des actes les plus symboliques de notre révolution fut de donner à notre pays un nouveau nom, porteur d'une nouvelle identité, d'une nouvelle fierté. Le 4 août 1984, un an après avoir pris le pouvoir, nous avons officiellement remplacé le nom colonial de Haute-Volta par Burkina Faso. Ces mots, choisis avec soin, exprimaient à la fois le refus de l'héritage colonial et la promesse d'une société nouvelle. Le nom Haute-Volta évoquait une époque
où notre pays était réduit à un simple territoire géographique défini par la rivière Volta, dans le cadre de l'empire colonial français. Il ne reflétait pas notre culture, ni notre histoire, ni nos aspirations. Ce nom était un rappel douloureux de la domination étrangère, de la dépossession de notre souveraineté. Il fallait tourner cette page, et c'est à travers le changement de nom que nous affirmions cette rupture. Burkina Faso signifie « le pays des hommes intègres ». Ce nom est une alliance entre deux langues nationales majeures, le mouré et le dioula. Burkina veut dire « homme intègre » ou « homme honnête » en mouré, la langue des Mossis, et Faso signifie « patrie » ou « pays » en dioula. Ensemble, ces mots incarnent l'idéal auquel nous aspirions. Une nation bâtie sur la justice, l'honnêteté, le travail et la dignité. Ce changement ne fut pas un simple geste symbolique. Il s'inscrivait dans une volonté profonde de refonder l'État, de redonner confiance au peuple et de forger une identité collective qui transcende les divisions ethniques ou régionales. La révolution devait être l'affaire de tous, et cette nouvelle identité devait être un ciment, un appel à l'unité. Mais ce nouveau nom allait bien au-delà d'un symbole. Il reflétait aussi notre projet politique. Construire un pays debout, indépendant, fier de ses valeurs et déterminé à tracer son propre chemin dans le concert des nations. Nous voulions que chaque Burkinabé soit conscient de sa responsabilité envers la patrie, qu'il soit acteur du changement. En même temps, nous avons entrepris de changer les symboles officiels du pays. Drapeau, hymne national, emblème, tout devait témoigner de notre renaissance. Le drapeau tricolore vert, jaune et rouge, aux couleurs panafricaines, devenait notre étendard, signe de notre solidarité avec tous les peuples africains engagés dans la lutte pour la liberté. Cette transformation s'accompagnait d'un effort de sensibilisation populaire. Nous avons multiplié les campagnes d'alphabétisation, les conférences publiques, les débats, afin que chaque citoyen comprenne le sens de cette révolution. Nous avons voulu que le Burkina Faso ne soit pas seulement un nom, mais une réalité vécue au quotidien par notre peuple. Le changement de nom était aussi un message fort à l'international. Nous affirmions clairement que nous ne reconnaissions plus le passé colonial, ni les ingérences étrangères. Le Burkina Faso était désormais un acteur souverain, capable de défendre ses intérêts et de proposer un modèle différent de développement. Ce fut un moment de fierté immense pour notre peuple. Pour la première fois, nous avions le pouvoir de nommer notre destin, d'affirmer notre dignité. Ce fut un acte de libération aussi important que la déclaration d'indépendance. Nous ne voulions plus être définis par ceux qui nous avaient dominés, mais par nous-mêmes. Ainsi, en changeant le nom de notre pays, nous avons changé notre regard sur nous-mêmes. Nous sommes devenus Burkina Faso, la patrie des hommes intègres, un pays debout, fier, résolu à bâtir un avenir meilleur. Je suis Thomas Sankara, et je suis né dans un monde marqué par l'injustice et la domination. Dès que j'ai pris les rênes du Burkina Faso, j'ai compris que ma lutte ne pouvait se limiter à l'intérieur de nos frontières. L'injustice dont souffrait mon peuple était liée à un système global d'exploitation, un impérialisme qui maintenait les peuples africains dans la pauvreté, la dépendance et la servitude. À travers mes discours, j'ai toujours dénoncé cet ordre mondial inégal et injuste. Je n'ai jamais hésité à pointer du doigt les multinationales, les institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale et les gouvernements occidentaux qui, sous couvert d'aide, imposaient des politiques d'austérité et de servitude économique à nos pays. Pour moi, ces politiques étranglaient nos économies, affaiblissaient nos capacités à nous développer et nous rendaient esclaves d'une dette illégitime. J'ai dit, à plusieurs reprises, que nous devions nous libérer de cette tutelle économique, politique et culturelle. L'indépendance politique ne suffisait pas si elle n'était pas accompagnée d'une souveraineté réelle, capable de décider de notre destin sans ingérence extérieure. Notre révolution devait être totale, politique, économique, sociale et culturelle. Sur le plan interne, j'ai engagé une série de réformes radicales pour combattre la corruption, instaurer la justice sociale et donner la parole au peuple. La justice devait être un droit pour tous, pas un privilège pour les puissants. Nous avons mis en place des tribunaux populaires, encourageant la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. J'ai également dénoncé l'exploitation des richesses naturelles
par des compagnies étrangères, souvent au détriment de nos populations. Le Burkina Faso devait garder le contrôle sur ses ressources, en assurer une gestion transparente et utiliser ses richesses pour améliorer la vie de ses citoyens. Ma vision panafricaine était claire. L'Afrique devait se libérer des chaînes du néocolonialisme et s'unir pour défendre ses intérêts. Je me suis engagé à renforcer la solidarité entre les peuples africains, convaincu que notre force résidait dans notre unité. La coopération entre États africains devait remplacer la division héritée des frontières coloniales. Je participais activement au Forum panafricain, où nous échangions sur les stratégies de libération et de développement. Je me suis rapproché de leaders partageant cette vision, tout en dénonçant fermement les dirigeants complices du néocolonialisme. Pour moi, la révolution ne devait pas être un phénomène isolé, mais un mouvement continental. J'ai aussi souligné la nécessité de changer les mentalités, de lutter contre l'aliénation culturelle. Nous devions retrouver fierté et confiance en nos cultures, nos langues et nos traditions, sans rejeter le progrès et la modernité. Cette réappropriation culturelle était essentielle pour construire une société nouvelle. Sur le plan économique, nous avons lancé des politiques d'autosuffisance, visant à réduire notre dépendance aux importations. Nous avons encouragé la production locale, soutenu les coopératives et promu un développement durable respectueux de l'environnement. La révolution devait aussi être écologique. J'ai souvent rappelé que le combat contre l'impérialisme était aussi un combat pour la dignité humaine. Le peuple burkinabé, comme tous les peuples africains, méritait de vivre dans la justice, la liberté et la paix. Ce combat n'était pas simple, il était semé d'embûches, mais il était nécessaire. Mon combat contre l'injustice et l'impérialisme était un combat pour la liberté totale, une révolution qui touche toutes les dimensions de la vie. C'est une lutte pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse vivre dignement, sans chaîne ni oppression. Dès le début de notre révolution, j'ai compris que la libération de notre peuple ne serait possible que si nous libérions aussi les femmes. La lutte pour l'égalité entre les sexes était pour moi une priorité fondamentale, car sans l'émancipation des femmes, aucune société ne pouvait espérer progresser durablement. Dans notre société burkinabé, comme dans beaucoup d'autres à travers le continent, les femmes étaient souvent reléguées au second plan. Elles subissaient des discriminations, des violences, et étaient exclues des décisions politiques et économiques. La polygamie, les mariages forcés, l'excision, étaient autant de pratiques que nous devions combattre. J'ai pris des mesures concrètes dès notre arrivée au pouvoir. Nous avons interdit la polygamie, un acte courageux qui a provoqué de nombreuses résistances, mais qui s'inscrivait dans notre volonté de promouvoir une famille égalitaire et respectueuse des droits de chacun. Nous avons aussi lutté contre les mariages forcés, en sensibilisant les communautés et en promouvant le droit au consentement. L'éducation des filles était une autre bataille essentielle. Je savais que l'alphabétisation et la formation des jeunes filles étaient des leviers puissants pour briser le cercle de la pauvreté et de la dépendance. C'est pourquoi nous avons lancé des campagnes massives pour scolariser les filles, tout en améliorant l'accès aux soins de santé pour les femmes et les mères. J'ai aussi encouragé la participation des femmes dans la vie publique. Elles ont été invitées à rejoindre les comités populaires, les instances de décision et les forces armées. Nous avons voulu montrer que la révolution était inclusive, qu'elle ne pouvait pas se faire sans elles. Leur engagement et leur énergie ont été des forces motrices de notre combat. Par ailleurs, nous avons dénoncé publiquement toutes les formes de violence faites aux femmes, en particulier l'excision, une pratique douloureuse et dangereuse. Nous avons lancé des campagnes d'information pour sensibiliser la population et faire évoluer les mentalités. Cette lutte contre les traditions nocives faisait partie intégrante de notre projet de société. Mon discours s'est souvent élevé contre les stéréotypes et les inégalités. Je disais que la véritable révolution commencerait quand un homme et une femme seraient égaux dans leur foyer, dans leur travail et dans la société. La dignité des femmes était une condition sine qua non de la dignité humaine. Cette volonté d'émancipation s'inscrivait dans un projet plus large de justice sociale. En libérant les femmes, nous libérions aussi toute la société. Leur place dans l'économie, dans la politique, dans la culture, était un facteur clé de progrès et de stabilité. Malgré les résistances, parfois violentes, nous avons persévéré.
Cette bataille pour l'égalité entre les sexes est aujourd'hui reconnue comme une des avancées majeures de la révolution burkinabé. Elle a contribué à changer les mentalités et à ouvrir la voie à une société plus juste. Je suis fier d'avoir placé les femmes au cœur de notre révolution. Leur combat est devenu le mien, car il incarne l'espoir d'un Burkina Faso libre, digne et uni. Et l'un des piliers de ma vision pour le Burkina Faso et pour l'Afrique entière était la liberté économique et politique. Je rêvais d'un continent debout, capable de se gouverner lui-même, de nourrir ses peuples et de construire un avenir sans dépendance. Pour cela, nous avons mis en place des politiques audacieuses d'autosuffisance, de lutte contre la corruption et de transformation économique. Dès le début, j'ai compris que la liberté politique ne pouvait être durable sans liberté économique. L'Afrique devait se libérer des chaînes de la dette, des importations inutiles et des monopoles étrangers. Au Burkina Faso, pays pauvre et enclavé, cette indépendance économique était un défi colossal, mais incontournable. Nous avons encouragé l'agriculture locale, en soutenant les paysans, en promouvant la production nationale et en limitant les importations superflues. Je disais souvent que nous devions consommer ce que nous produisons, et non l'inverse. L'objectif était de créer une économie circulaire, forte et autonome. Nous avons lancé des programmes pour développer l'industrie locale, en particulier dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la transformation des matières premières et des petites industries artisanales. Le travail manuel, l'ingéniosité et la solidarité étaient beaux valorisés. La lutte contre la corruption fut également une priorité. La corruption est un poison qui ronge les États et détruit la confiance du peuple. J'ai imposé la rigueur dans la gestion publique, réduit les salaires des hauts fonctionnaires, supprimé les privilèges et encouragé la transparence. Le gouvernement devait être un service au peuple, pas un moyen d'enrichissement personnel. Je m'habillais simplement, refusais les luxes inutiles et donnais l'exemple. Cette modestie était un message clair. Nous sommes au service de la nation, pas au-dessus. La justice sociale ne peut être fondée sur les inégalités entre dirigeants et citoyens. Nous avons également cherché à diversifier nos partenariats, en refusant la dépendance exclusive envers les anciennes puissances coloniales. Nous voulions nouer des relations fondées sur le respect mutuel, l'intérêt commun et la souveraineté. L'autosuffisance alimentaire était au cœur de nos préoccupations. Nous avons encouragé la culture de céréales locales, la protection des terres agricoles et la modernisation des techniques agricoles. L'objectif était de réduire la faim, améliorer la santé et renforcer la sécurité nationale. Dans le même temps, nous avons veillé à préserver notre environnement. Le développement ne devait pas se faire au détriment des ressources naturelles, car elles sont le patrimoine de nos enfants. La lutte contre la déforestation et la désertification faisait partie intégrante de notre politique. Ma vision d'une Afrique libre et debout passait aussi par la jeunesse. J'ai encouragé la formation professionnelle, l'éducation technique et l'engagement citoyen des jeunes. Ils sont la force vive de la révolution. Je savais que ce chemin serait difficile, semé d'obstacles, car il remettait en cause les intérêts de puissances établies et de groupes privilégiés. Mais je croyais fermement que l'Afrique pouvait écrire sa propre histoire, bâtir sa propre prospérité et redevenir maîtresse de son destin. Ainsi, la révolution que nous menions au Burkina Faso était une invitation pour toute l'Afrique à se lever, à s'affirmer et à construire un avenir fondé sur la justice, la dignité et la liberté. Diriger une révolution n'est jamais un chemin simple, et le Burkina Faso ne faisait pas exception. Mes ennemis n'étaient pas toujours faciles à distinguer. Beaucoup étaient mes frères, mes compagnons d'hier, ceux qui partageaient avec moi la même volonté de changement, mais dont les intérêts ou les visions divergeaient peu à peu. Ces tensions internes, ces rivalités, ont été autant de défis et d'épreuves. Je suis arrivé au pouvoir en 1983, avec l'espoir d'unir le peuple et de transformer la société. Mais une révolution bouleverse aussi les équilibres de pouvoir, remet en cause des privilèges et crée des résistances. Certains de mes anciens alliés, des militaires ou des responsables politiques, se sont progressivement éloignés de ma ligne, jugée trop radicale ou trop menaçante pour leurs intérêts. Ces tensions se sont manifestées par des dissensions au sein du Conseil national de la Révolution, des luttes d'influence et des manœuvres pour freiner ou saboter nos réformes.
Certains craignaient la rapidité des changements. D'autres ne supportaient pas la rigueur que j'exigeais. La discipline et la transparence imposées ne plaisaient pas à tous. Mais je savais que la révolution ne pouvait pas faire l'impasse sur la justice et l'exigence morale. J'ai souvent rappelé que le combat n'était pas contre des individus, mais contre les systèmes d'exploitation, la corruption et l'injustice. Pourtant, les intérêts personnels ont parfois pris le dessus. En parallèle, les menaces venaient aussi de l'extérieur. Nos prises de position contre l'impérialisme et notre soutien à la cause panafricaine dérangeaient certains pouvoirs étrangers. Des pressions politiques, économiques et même militaires se sont accentuées, cherchant à affaiblir notre gouvernement. Malgré ces difficultés, je suis resté fidèle à mes principes, refusant de céder aux compromissions. J'ai renforcé la vigilance autour de la sécurité nationale, tout en poursuivant les réformes. Mais je savais que les ennemis, parfois tapis dans l'ombre, pouvaient frapper à tout moment. Les divisions internes et les tensions ont créé un climat fragile, propice aux intrigues. Certains ont choisi la trahison, croyant pouvoir renverser la révolution. Ces forces obscures ne comprenaient pas que notre combat était pour le peuple, pour un Burkina Faso libre et digne. Je continuais à croire en la force de notre projet, en la volonté du peuple et en la nécessité de construire un avenir meilleur, même si la route était semée d'embûches. Cette lutte, complexe et douloureuse, était le prix à payer pour toute révolution véritable. Mon espoir était que, malgré les obstacles, la flamme de la liberté continue de brûler, portée par le courage et la détermination de ceux qui croient en un monde plus juste. Ce jour-là, le 15 octobre 1987, la révolution que nous avions commencée a connu une brutalité tragique. Ce fut un coup de théâtre qui a stoppé net le cours de notre combat, un jour sombre où l'espoir s'est heurté à la trahison. Depuis plusieurs mois, les tensions s'intensifiaient à l'intérieur même du pouvoir. Certains proches, jaloux ou opposés à mes réformes radicales, avaient commencé à conspirer. Leur peur, leur ambition ou leur allégeance à des intérêts étrangers les avaient poussés à agir dans l'ombre, préparant un coup d'État. Ce matin-là, j'ai été pris au piège dans un huis clos orchestré. Mes amis, ceux avec qui j'avais partagé la lutte, ont retourné leurs armes contre moi. Les soldats fidèles ont été dépassés par la trahison d'une faction interne. Le choc fut violent. Je ne m'attendais pas à ce que le combat se termine ainsi, par la violence et la trahison. Mais la révolution n'est jamais un chemin simple ni sans danger. Elle fait trembler les puissants, ceux qui profitent du statu quo, et parfois elle se heurte à la cruauté de la lutte politique. Mon assassinat a marqué la fin de l'ère révolutionnaire que nous avions bâtie, mais pas la fin de nos idées. Je suis mort physiquement, mais mon esprit, ma vision et mon combat continuent de vivre dans le cœur de ceux qui croient en la justice, la liberté et la dignité. Le Burkina Faso a traversé des années difficiles après ma mort, mais le peuple n'a jamais oublié. Ma mémoire est devenue un symbole de résistance et d'espoir, un appel à poursuivre la lutte contre l'oppression. Cette tragédie a révélé à quel point la révolution était une menace pour ceux qui tenaient les rênes du pouvoir, mais aussi combien elle était une lumière pour tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur. Je vous le dis, même si le corps tombe, l'idée reste invincible. Notre combat est loin d'être terminé. Chaque génération doit reprendre le flambeau, continuer la lutte pour un Burkina Faso libre, digne et uni. Le 15 octobre 1987, ils ont éteint ma voix, mais ils n'ont pas pu éteindre ma vision. Ma mort fut brutale, mais mon héritage est devenu vivant. Aujourd'hui encore, des milliers, des millions me citent, me réclament, m'honorent. Pas parce que j'étais parfait, mais parce que j'ai osé rêver d'une Afrique debout, digne et maîtresse de son destin. Ce rêve-là ne meurt pas. En Afrique comme ailleurs, ma mémoire inspire les jeunes générations, les femmes, les travailleurs, les militants pour la justice sociale, les défenseurs de l'environnement. Dans les rues de Ouagadougou, mon image s'affiche sur les murs, dans les écoles, sur les t-shirts, dans les discours de ceux qui refusent la résignation. Le nom Sankara est devenu un cri de ralliement. Au Burkina Faso, après des décennies de silence, ma vérité a fini par émerger. Des enquêtes ont été ouvertes, des hommages rendus, et mon assassinat reconnu comme un crime politique. En 2021, un procès historique a condamné certains de mes anciens compagnons. Ce n'était pas la vengeance que je souhaitais,
mais la justice, pour que l'histoire se souvienne avec honnêteté. Au-delà de mon pays, mon discours contre la dette africaine, prononcé à Addis Abeba en 1987, reste une référence. J'y disais que la dette n'était pas la nôtre, que nous ne devions pas payer une dette contractée pour enrichir les anciens colonisateurs. Ce message, aujourd'hui encore, résonne dans les mouvements altermondialistes et panafricains. Ma vision de la souveraineté alimentaire, de la justice sociale, de la lutte contre la corruption et de l'émancipation des femmes est toujours actuelle. Elle inspire les politiques publiques, les ONG, les activistes et les intellectuels qui croient en un autre avenir pour l'Afrique. Je suis devenu plus qu'un président. Je suis devenu une idée. L'idée que l'intégrité peut gouverner, que la politique peut être au service du peuple, que la révolution peut être joyeuse, courageuse, radicale, mais humaine. Mon héritage, c'est aussi un appel. Un appel à agir, à se lever, à désobéir quand l'injustice règne. Un appel à penser autrement, à créer, à refuser les fatalités. Je vis dans les cœurs de ceux qui plantent des arbres, instruisent des enfants, bâtissent une économie juste, refusent l'exploitation. Je vis dans les mains de ceux qui travaillent sans trahir, dans les voix de ceux qui réclament la dignité. Je ne suis plus là, mais je suis partout où un peuple se lève pour sa liberté. Car un jour nous l'avions crié haut et fort, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à toi, camarade, d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que quelque part en toi tu portes les mêmes rêves que moi, celui d'une Afrique libre, digne et debout. Une terre où la justice, l'intégrité et la solidarité guident nos pas. Je ne suis plus là pour parler, mais ma voix vit à travers celles et ceux qui refusent la soumission, à travers toi, peut-être. Alors je t'invite à faire vivre ces idées. Abonne-toi, partage, parle autour de toi. Car une révolution ne meurt jamais tant qu'elle est transmise. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps. Continuons ensemble, pas à pas, à bâtir ce monde que nous avons rêvé. La patrie ou la mort, nous vaincrons.